Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast. Alors Midori veut dire vert en japonais, cast pour broadcasts. Et c'est un podcast sur l'environnement, la transition, l'écologie, dans une rubrique Kaya. Et aujourd'hui, je reçois Gert. Enchanté, Gert. Enchanté. On va commencer par un petit mot pour te présenter, toi. Comment te présenterais-tu ? Je m'appelle Geert de Grande, j'ai 65 ans, j'ai 5 enfants, je suis journaliste, copywriter depuis plus de 40 ans. J'ai écrit beaucoup de livres, comme ce qu'on appelait avant le nègre littéraire, mais comme on ne peut plus utiliser ce mot, on dit maintenant prête-plume. Donc, c'est joli aussi. C'est beaucoup plus joli en tout cas. J'ai écrit beaucoup de livres pour d'autres. Il y a 4 ans, j'ai fondé avec un collègue Restory. Et c'est une plateforme journalistique, en fait, dans laquelle on donne la parole aux gens qui ouvrent de nouvelles voies dans l'économie, la société, l'enseignement, l'agriculture, et qui prouvent qu'il est possible d'agir différemment de ce qu'on fait de manière classique. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Merci beaucoup. Alors maintenant que tu as parlé de qui tu es et de l'entreprise que tu représentes, comment est-ce que tu pourrais la distinguer de ses concurrentes ? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents parce qu'on a commencé avec Restory en se disant il y a beaucoup de gens qui mériteraient une place dans les médias classiques et qui ne la trouvent pas. Donc on a essayé d'être différent au niveau contenu en premier lieu, mais en deuxième lieu aussi au niveau de notre structure à nous parce qu'on a choisi d'être une coopérative. On a démarré il y a 4 ans. Actuellement, on a 120 coopérateurs. Et en fait, on fait 3 choses. On a la plateforme journalistique qui donne donc la parole aux gens qui prennent des initiatives. On a aussi une newsletter qui paraît tous les 15 jours. Deuxièmement, on fait de l'interaction avec nos coopérateurs, c'est-à-dire qu'on organise des événements, qu'on a organisé aussi des webinaires avec eux. Troisièmement, on propose aux entreprises qui sont en train de réaliser la transformation, la transition vers un monde que nous espérons meilleur, de les accompagner au niveau du storytelling. Donc en fait, on fait ces 3 choses-là. Il n'y a aucune autre société qui propose les mêmes services. On va parler maintenant de la posture, parce que tu as parlé du contenu, de la qualité du contenu et du média. Est-ce qu'il faut être journaliste pour vous rejoindre ou pas ? Est-ce qu'un citoyen peut vous rejoindre ? Il peut certainement nous rejoindre parmi nos 120 coopérateurs. On a de tout. On a des femmes de ménage, on a des grands-parents, on a des professeurs à l'université et on a beaucoup d'entrepreneurs aussi. Donc, c'est pas un monde journaliste, on va déjà casser ce cliché, c'est important. Ouais. Et je disais donc par rapport à la posture aussi, il y a des festivals de podcasts, je prends ce thème-là comme exemple, et quand tu t'y rends, tu y rencontres beaucoup de journalistes et des gens des médias classiques, alors que la culture est complètement différente, déjà par la posture de qui on est quand on invite des gens, la préparation ou non, l'impulsion, de l'improvisation ou pas. J'en ai parlé sur le vouvoiement. C'est peut-être ça qui est le plus difficile à casser, non, quand on lance un type de projet comme celui-là. Parce que ça, c'est que tu me dis, tu intéresses tout le monde. C'est un challenge ? C'est certainement un challenge, mais on a beaucoup d'ambition. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut changer l'image du monde que les gens ont. On a démarré quand on a lu dans The Economist un dossier qui s'appelait The Next Capitalist Revolution. J'avais lu dans le même week-end une interview avec Raoul Edebouw, le président du PTB, qui disait le capitalisme que nous connaissons actuellement, il va périr, c'est presque terminé. Et je me suis dit encore, c'est un peu normal qu'il dise ça, parce que le PTB, on dit quand même que c'est un parti communiste, mais on ne peut pas dire que The Economist et le PTB soient dans le même registre. Pourtant, ils avaient à peu près le même message. Ouais. Alors, mon collègue et moi, nous avons proposé aux journaux flamands, de Standard et de Morgen, de faire un dossier pareil à celui de The Economist, mais ils n'en voulaient pas. Ils n'étaient pas intéressés à ce moment-là. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé, parce que je vois par exemple dans la Trends Tendance, les sujets ont changé beaucoup, on parle beaucoup plus de sociétés, d'entreprises à impact qu'avant, mais à ce moment-là, ils n'en voulaient pas du tout, et c'est comme ça qu'on a démarré avec Restory. On a démarré donc un crowdfunding avec une société française qui s'appelle KissKissBankBank, qui était spécialisée surtout dans le domaine de la musique et qui voulait se lancer un peu en Flandre aussi. Je ne sais pas ce qui est advenu de ça depuis, je ne pense pas qu'ils aient réussi, mais en tout cas, nous avions fait ce crowdfunding avec eux. Ça nous a permis de démarrer le site et de commencer à publier des articles qu'on ne retrouve donc pas dans les médias classiques.
En flamand et en français ou... On écrit en néerlandais, mais les textes, on peut les lire aussi en anglais et en français, mais ce sont des traductions automatiques. Quelle est la majeure différence entre ta vie d'avant et aujourd'hui? Dont ton alignement avec du sens, peut-être? Oui, quand même. Grâce à Restory, j'ai rencontré beaucoup de gens dont je ne savais pas qu'ils étaient en fait aussi occupés à faire quelque chose qu'on peut voir comme élément pour aider à la transition. Par exemple, j'ai rencontré un directeur de prison, quelqu'un qui est directeur de prison depuis plus de 40 ans et qui dit en fait les prisons, il faudrait les supprimer parce qu'il n'y a personne qui sort des prisons mieux qu'il est entré. Et lui, il a aussi fait la déclaration du 30 novembre avec d'autres gens qui donne ce point de vue pour changer de société. Et ce qui a changé beaucoup pour moi dans ma vie, c'est le fait de rencontrer ces gens. J'ai rencontré aussi un médecin qui prend soin des médecins, quoi. Donc c'est ça qui a changé beaucoup pour moi. Le fait de rencontrer des gens qui, par leur profession, ou ça peut être de tout, hein. Il y a des gens qui s'occupent de la transition à partir du fait qu'ils voient qu'il y a beaucoup de déchets. Il y en a d'autres qui s'occupent du sujet à partir de l'énergie ou de la mobilité. Il y a plein de choses et ce que nous essayons de faire aussi, c'est de les réunir via notre plateforme. On est une société qui fonctionne avec des clichés très vite. Bobo écolo, complotiste. Enfin, on met des mots facilement sur les gens dès qu'on n'est pas directement d'accord plutôt que de se questionner soi. Je ne critique pas, je ne juge pas. C'est juste une observation. Est-ce que vous êtes confronté dans votre plateforme à une étiquette politique qu'on vous colle malgré vous? Et quelle étiquette on vous donne? On se profile nous-mêmes pas comme journalistes, mais comme journativistes. Activistes et journalistes. C'est un choix délibéré, mais qui ouvre les débats déjà. Ouais. Parce que les gens se demandent, un journaliste, est-ce que vous allez sur les barricades? L'activisme qui interpelle dans le mot valise. Oui, exactement. Là, ça nous donne l'occasion d'expliquer que le sens des mots, c'est peut-être souvent ça qu'il faut changer. Parce que si vous demandez à 100 personnes, le succès, c'est quoi? Il y en a peut-être 90, 90 qui vont répondre avec quelque chose qui est très matériel. Ils vont parler de voitures, de voyages, etc. Alors qu'il faudrait écrire un nouveau récit, un re-story, pour dire il y a d'autres significations. Joli. Et pas uniquement au mot succès, mais à plein de mots où il est possible d'apporter une autre définition. On a été confronté un peu à ça. On l'a devancé en choisissant le mot journativiste. Parce que ça ouvre le débat et comme ça, les gens voient, ce n'est pas la distinction classique gauche, droite, ça va beaucoup plus loin. En termes de gouvernance maintenant, puisqu'on est dans une coopérative, est-ce qu'il y a un sujet qui te rend particulièrement fier de toi dans cette gouvernance? D'être en coopérative, c'est une fierté déjà? C'est une fierté déjà, parce que personne ne l'a fait avant nous. D'autre part, je dois dire, il faut chercher aussi, hein. On a des coopérateurs qui sont venus chez nous par sympathie, et nous, on veut vraiment impliquer les gens. Et ça, c'est pas toujours facile. Certaines personnes qui sont venues chez nous par sympathie, ils se disent, bon, on est devenu coopérateur, mais pour le reste, on ne veut pas vraiment participer. Mais ça commence à s'améliorer parce qu'au fur et à mesure, on a appris à mieux s'organiser à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vont faciliter ton activité dans les sujets sur lesquels tu es occupé avec Kaya à travailler? Nous, on espère en tout cas accompagner encore plus de sociétés et d'entreprises dans leur communication sur ce qu'ils font au niveau de la transition. C'est uniquement externe ou c'est aussi en interne dans l'entreprise, cette communication? Parce qu'il y a déjà des organismes existants en termes de communication interne en entreprise. Oui, mais c'est les deux. On travaille par exemple pour la VDK Bank, qui commence à être connue aussi un peu en Wallonie parce qu'ils ont repris Newbie. Avant, ils étaient uniquement actifs en Flandre et maintenant, ils sont actifs dans les deux parties du pays en ayant repris Newbie. Et pour eux, par exemple, on rédige la newsletter. Mais pour une autre société, c'est un bureau d'ingénierie qui s'appelle Hades et qui a comme baseline Engineering Soul. Et pour eux, on a écrit les textes sur le website. Donc, on a défini les 5 mots qui définissent leur action pour vraiment dire aux gens, les ingénieurs, c'est aussi très humain. Parce que souvent, on pense, ça aussi, c'est une pensée ancrée un peu dans notre esprit, que les ingénieurs ne s'occupent que des chiffres. Mais en fait, leurs travaux, c'est quelque chose de très humain. Et par exemple, au Portugal, ils s'occupent beaucoup des problèmes d'eau, l'or bleu, sur lequel on aura beaucoup de problèmes dans l'avenir. Et donc, nous espérons pouvoir nous développer encore un peu plus en travaillant avec ce genre d'entreprise, avec ces sociétés. Et on a un bel exemple en France, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le site ladn.eu. Ce sont 3 frères, les frères de Blanzy, qui ont commencé une espèce de re-story en France un peu avant nous.
Nous, on a commencé il y a 4 ans. Ils avaient commencé il y a 6 ans, je pense. Et en fait, ils avaient le même point de départ, publier les histoires qui ne se retrouvent pas dans les médias classiques. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont développés aussi en faisant ces travaux-là, donc en accompagnant les entreprises qui sont en train de réaliser la transition économique, ce que nous appelons aussi l'économie du zèbre. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. J'ai entendu, oui. Mais je te laisse expliquer pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas. En fait, l'économie zèbre ou les entreprises zèbres, c'est un concept qui a été inventé par Mara Zipida, une Américaine qui démarrait une société et qui ne trouvait pas d'argent chez les sociétés de capitaux à risque parce que eux, ils n'étaient intéressés que par les licornes, c'est-à-dire le plus vite possible avoir 1 milliard comme valeur boursière, peu importe si la société fait des bénéfices ou pas. Mara Zipida a dit, mais moi, je ne veux pas être licorne, je ne veux pas avoir une société qui s'associe à un animal qui n'existe que dans les contes de fées. Si on veut donner un nom d'un animal à ma société, je veux que ce soit le zèbre. Le zèbre, pourquoi? Eh bien, parce que ce qui caractérise le zèbre, ce sont les rayures noires et blanches. Et elle a dit, bon, les deux sont tout aussi importantes. Il y a, peu importe la couleur qu'on choisit, soit le blanc, soit le noir, mais ça représente les bénéfices financiers ou la santé financière plutôt, et l'autre couleur représente la valeur sociétale qu'une société, qu'une entreprise a l'obligation de réaliser. Ce qui est marquant, c'est que cette métaphore du zèbre, elle est aussi appliquée pour des groupes HP au potentiel et des gens qui pensent en arborescence. C'est une petite parenthèse à faire. C'est quand même interpellant le lien qui est entre les deux. Tout à fait. Est-ce que les entreprises viennent vers vous en disant votre communication, finalement, ça va être notre moyen, notre canal de communication pour insuffler d'autres valeurs? Est-ce que c'est mis parfois dans ce sens? C'est le but, mais ce n'est pas encore explicitement dit. En plus, il faut dire, bon, on a notre coopération, mais la gestion journalière, on n'est que 3. Pour faire tout ce qu'on veut faire, c'est beaucoup. Oui, c'est vraiment beaucoup. J'ai pas de mal à l'imaginer. S'il y avait un changement à faire dans un avenir proche pour ton projet, pour qu'il ne soit plus considéré comme une alternative, mais finalement une normalité, tout le monde devrait faire comme vous, quel changement il faudrait faire? Il faudrait peut-être revenir à ce qu'on vient de dire, chercher d'autres définitions pour plusieurs mots. Tu retrouves ces aspects-là dans les mesures que Kaya propose? Oui, d'après les contacts qu'on a eus, par exemple, avec Thibaut Georgin et avec Candice, Clairement. On voit vraiment qu'on est sur la même longueur d'onde. Quels sont les principaux freins? Parce qu'on parle de l'ambition, de la volonté, mais j'imagine que quand on vient avec une démarche comme la tienne, on fait des observations sur les freins, les blocages des gens. C'est quoi les principaux? C'est la peur du changement, souvent. Ah, la résistance au changement. Je dis souvent, chaque élection est gagnée en utilisant le mot change, changement, verandering. Mais quand quelqu'un ou quand il y a des initiatives qui prônent vraiment le changement, un vrai changement, un autre système économique, là, il y a quand même beaucoup de résistance. C'est lié à la zone de confort. À la zone de confort et au fait que c'est quand même très souvent le financier qui prend le dessus. On en parle souvent, oui. Aux États-Unis, il y a eu un mouvement après l'assassinat de George Floyd. Il y a le Black Lives Matter qui est très fort monté. Et à ce moment-là, beaucoup de sociétés ont engagé des responsables haut niveau pour s'occuper de l'inclusion et de la diversité. Et maintenant, ce sont les premiers, quand on voit que les résultats financiers ne sont plus ce qu'on en attend, ce sont ces managers qui sont licenciés les premiers. C'est fou. Hein. C'est fou. C'est incroyable, c'est juste choquant. Moi, j'aime bien un peu l'utopie, le rêve. Je crois que sur ce point-là, on va se rejoindre tous les deux de ce que je ressens. Si tu avais une baguette magique, Gert, là tout de suite maintenant, avec un super pouvoir, tu peux tout imaginer. Tu ferais quoi en premier? Que les gens se rappellent ce qu'on s'est dit souvent pendant la période Covid. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Parce que prendre soin des autres, après la pandémie, il me semble qu'on l'a de nouveau oublié souvent. L'ego a repris trop de place. L'ego a de nouveau repris trop de place. Ouais, c'est pas général, mais heureusement qu'il y a des initiatives comme Kaya, comme Écopreneur, comme d'ailleurs un magazine qui s'appelle Zèbre aussi en Wallonie. Comme nous, comme Restory, on rencontre beaucoup de gens qui sont en train de réaliser de très belles choses. D'ailleurs, on a publié un article l'année passée sur un monsieur hollandais qui s'appelle Henry Mantink, un monsieur de 70 ans. C'était le premier à lancer aux Pays-Bas le covoiturage, les voitures partagées. Et l'année passée, il est allé à pied de Nijmegen aux Pays-Bas à Paris avec une brouette. Il a fait ses 500 km à pied avec une brouette et dans la brouette, il y avait de la terre qui lui était envoyée de partout. Et il est allé demander aux quartiers généraux de l'UNESCO
de ne plus reconnaître un monument tel quel ou une ville lambda comme patrimoine mondial, mais de reconnaître la Terre entière comme patrimoine mondial. Il a réussi à avoir rendez-vous avec les dirigeants de l'UNESCO, ils ont applaudi et puis ils n'ont rien fait évidemment. Mais pourquoi je raconte ça? Pour dire que lors de son périple, il a dit par après, et d'ailleurs il a posté beaucoup là-dessus, que tous les 20 kilomètres, en fait, il avait rencontré quelque chose qui lui donnait de l'espoir. Il y avait soit des agriculteurs qui le faisaient autrement que de la manière classique, il y avait des institutions où l'on prenait soin des jeunes avec des problèmes mentaux, donc il était très optimiste parce qu'il voyait que beaucoup de gens étaient quand même en train de changer, de s'investir et d'être conscients de la nécessité de la transition. On ne dira pas dans l'histoire si finalement ils ont gardé la brouette pour y planter des fleurs en mémorial de sa démarche, malheureusement. Non. Merci pour ton authenticité. En tout cas, moi, tu me redonnes de l'espoir et c'est agréable d'entendre ça. Comment tu te sens maintenant dans ta position d'éco-preneur? Ce qui m'interpelle un peu, c'est que les gens qui comprennent le mieux ce qui est en train de se passer et qui comprennent le mieux la nécessité de réaliser cette transition, ce sont dans la majorité des cas des personnes qui ont vécu quelque chose dans leur vie personnelle. Et pendant le Covid, on avait pensé que beaucoup de gens allaient réfléchir un peu plus et ça a été fait par plusieurs personnes. D'ailleurs, j'ai un ami qui organise des promenades dans le désert ou en Norvège et il trouve toujours preneur pour ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui se cherchent. Mais les gens qui le comprennent le mieux, ce sont très souvent des personnes qui ont vécu quelque chose de très personnel. Pourquoi es-tu membre de Kaya finalement? C'est quoi l'élément qui a fait clic? Pour essayer de reconstruire les ponts entre la Flandre et la Wallonie. Parce qu'on vit dans une société où c'est incompréhensible pour moi en tant que Flamand qu'il y a tellement de Flamands qui pensent qu'une Flandre indépendante, ça va être mieux que si on collabore ensemble. On a beaucoup plus de traits communs. Il y a beaucoup plus qui nous joint de ce qui nous sépare. Et ça, c'était pour moi la principale raison. Ça, c'est aussi une histoire. C'est faire autrement parce que aucun journal flamand ne fait encore attention à ce qui se passe en Wallonie. Ou alors c'est pour critiquer ou alors c'est mettre pour une critiquer division ou entre pour, les gens. Oui. Ma langue natale, c'est le français, mais je vis en Flandre. Ma femme est une flamande, tu vois. Donc je suis hyper concerné par ce que tu fais comme constat. Et c'est vrai que quand on regarde le JT, on le regarde dans les deux langues, en Flandre et côté wallon. Et côté wallon, quand on parle d'un fait politique, ils ont un côté vicieux de venir tout le temps mettre et en Flandre et les Flamands. Attendez, les Flamands, c'est quoi les Flamands? On est en Belgique, l'union fait la force, non? C'est pas ça la devise nationale belge? Je suis un peu choqué, moi, de l'extérieur, de me dire, mais c'est quoi le but de toujours pointer les Flamands? On est en Belgique, c'est le même pays, les gars. Moi, il m'énerve. Qu'on donne comme sentiment de « Ah, ils sont fachos dans le nord du pays, ils sont intolérants, etc. » J'y vis depuis plus de 10 ans. Jamais on m'a fait sentir quoi que ce soit. J'y suis bien et je suis pas entouré de fachos. C'est pas du tout vrai. C'est une fausse image que les politiques ont dans la bouche, que les journaux ont dans la bouche. Mais la vérité, elle est pas là. La vérité, c'est que ces citoyens bienveillants, il y en a partout. Et des mauvais, il y en a partout. Tout à fait. Résumons ça comme ça. Tout à ça fait. me tenait à cœur de le partager avec toi. Là, tu touches à un point, t'as remarqué, un point sensible. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Kaya pourrait faire? Franchement, je ne sais pas. Je crois que vous faites de très bonnes choses. J'espère qu'on pourra rejoindre encore beaucoup de ces choses et qu'on pourra... D'ailleurs, j'ai eu un entretien hier avec les gens du magazine Zèbre et on a peut-être l'idée de trouver une alternative au Black Friday qui domine l'économie dans les journaux économiques. C'était, il n'y a que 13 milliards qui ont été dépensés à Black Friday, ça ne prédit pas de bonnes choses pour l'économie. J'en ai parlé aux gens du magazine Zèbre. Moi, j'ai envie d'organiser avec Kaya, avec qui le souhaite, mais surtout dans tout le pays, une alternative au Black Friday qui s'appellerait, par exemple, Zebra Friday. Joli, j'aime bien. La métaphore, elle est nickel. T'as le sens du maniement des mots et des métaphores, chapeau. On va clôturer cette interview par un conseil que tu auras envie de donner à d'autres écopreneurs et écopreneuses. Quel conseil leur donnerais-tu? Garder l'ouverture d'esprit. Beau message aussi, ça. Décidément, Gert, tu m'as beaucoup inspiré aujourd'hui. Merci. C'était vraiment agréable d'échanger avec toi. J'invite les auditeurs et auditrices à réagir. C'est-à-dire que dans le texte du podcast, il y aura un lien. Ce lien vers une page internet avec un voicemail. Il y aura un petit pop-up, activez le micro, dites oui. Vous pouvez vous enregistrer en train de parler, et serez-vous qu'il y ait de la bonne qualité, vous pouvez réécouter avant d'envoyer. Et laisser un message à Gert avec un commentaire, une gratitude, un remerciement, une question, pourquoi pas, on transmettra. Et si en plus la personne au micro nous dit « Je suis d'accord qu'on partage sur les réseaux sociaux », eh bien quand je partagerai l'épisode, en commentaire, j'irai mettre le lien pour entendre la voix de la personne en cliquant sur ce lien. Et toi, tu peux aussi cliquer sur ce lien et répondre avec le même voicemail vers la personne. Et donc, on pourrait faire un podcast interactif. Je le répète dans tous les épisodes.
J'avoue, les gens sont très timides. Le voicemail ne mange personne. Donc, messieurs, dames, lancez-vous, osez parler à Gert. À très bientôt. Merci pour ton temps et d'être venu jusqu'ici depuis Gand. Tu as fait une longue route et je voulais saluer ça aussi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.